Bienvenue sur Cinenzi, la chaîne des suites oubliées. Ouais, cette semaine on parle de suites que personne n'a vues, ou en tout cas dont personne ne parle jamais. Et aujourd'hui, on va parler de Hollow Man 2, la suite du film de Paul Verhoeven. Je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup Hollow Man. Déjà parce que j'adore Paul Verhoeven. Pour les trois qui suivent pas, c'est le réalisateur de Robocop, Total Recall, Basic Instinct et Starship Troopers, excusez du peu. Mais aussi parce que je pense que c'est non seulement un thriller très correct avec suffisamment de tension et de suspense pour nous tenir en haleine pendant 1h50, il rappelle vachement cette science-fiction des années 2000, comme La Mutante par exemple, mais aussi parce que c'est un vrai bon film d'homme invisible. L'idée d'un type invisible, elle date pas d'hier, évidemment on pense au roman d'H.G. Wells qui est sorti en 1897 et à son adaptation par Universal en 1933, mais l'idée remonte au moins à l'Antiquité, parce que le roman s'inspire d'un objet mythique, l'anneau de Gygès, désolé je sais pas comment ça se prononce, dont parle Platon dans le deuxième livre de la République, et qui permet à son porteur de, évidemment, devenir invisible. Ouais, c'est un anneau qui rend invisible, ça devrait vaguement vous rappeler quelque chose. Et l'idée à l'époque, c'est déjà de soulever des questions éthiques sur la justice, notamment sur le fait que la justice serait en fait uniquement liée à la peur de la répression et de la punition. Ouais, parce que notre ami Gygès, dès qu'il devient invisible, il utilise son pouvoir pour séduire la reine et assassiner le roi et prendre sa place. Donc il y a déjà l'idée que dès qu'on peut plus être vu et donc on peut plus être puni, tous nos bas instincts ressortent. Et j'aime aussi beaucoup le film 1933 avec Claude Rains, parce que déjà, visez-moi un peu ses effets spéciaux, que ce soit les ficelles pour déplacer les objets quand le personnage est complètement invisible, ou la performance des autres acteurs pour que ce soit crédible, mais surtout la post-production de dingue pour toutes les scènes où ils portent des vêtements. Ouais, c'était fait avec des caches et ils tournaient chaque scène 2 fois, avec et sans Claude Rains à l'image, avant de composer la scène à partir de 2 prises. Oubliez pas que ça aura bientôt 100 ans, c'est vraiment incroyable. Bon, je sais que je m'égare, mais c'est notamment pour pas avoir à parler de Hollow Man 2. Donc j'aime bien le 1, même si c'est un peu une série B, et que son principal défaut en fait c'est de passer après les classiques de Verhoeven. Mais le film illustre assez bien comment la psyché humaine repose effectivement sur la peur de la répression plutôt que sur la morale, et comment l'impunité peut transformer n'importe qui en monstre. Et puis là aussi les effets spéciaux étaient complètement dingues, on est qu'en 2000, il y a un paquet de trucs qui vont sortir dans les 10 ans qui suivent et qui seront bien plus moches que ça. Bon ok, je me doute que vous avez pas cliqué sur cette vidéo pour m'entendre dire du bien de Paul Verhoeven pendant 10 minutes, donc Hollow Man 2. Hollow Man 2, c'est une suite sortie directement en DVD en 2006. Dans les années 2000, c'était la tendance, il y a pas mal de films qui ont eu droit à ce traitement, je pense notamment à l'Effet Papillon 2, qui est sorti la même année d'ailleurs et que personne n'a vu non plus. Attention, je fais bien la distinction entre les films qui avaient un vrai potentiel de suite, comme les Destinations Finales ou les Saw, d'un film comme Hollow Man qui est juste une histoire d'homme invisible qui appelle pas du tout à une suite. Dans Hollow Man 2, on suit un jeune flic avec sa tête de bébé qui ressemble un peu à André-Pierre Gignac pour les connaisseurs, qui doit protéger une scientifique qui est en danger, mais lui et sa collègue savent pas vraiment de quoi parce qu'elle a pas le droit de le dire et bordel, qu'est-ce que c'est relou. C'est vraiment hyper artificiel comme truc parce que, spoiler, la meuf est poursuivie par un mec invisible. Et je veux pas dire, même s'il y a bien un truc que les gens qui te protègent doivent savoir, c'est qu'ils affrontent un homme invisible. Bon, tout cet arc est vraiment assez peu intéressant, en gros, André-Pierre surveille la maison, mais il voit rien, sans blague. Là, on se déconne. Mais nous, on sait qu'il y a un mec invisible, et eux non. Où c'est qu'il est? Mais la scientifique si. Alors bref, le suspense fonctionne pas parce que la première scène du film nous montre déjà que le mec 1 est invisible et 2 est à la recherche de la scientifique. Ah oui, et là il y a un truc très bizarre parce que le film installe le coup des marches de l'escalier qui grincent, mais ça servira jamais. Quelqu'un a dû oublier qu'il y avait ça dans le scénario. Donc là, le mec invisible parvient à rentrer, il tue au passage la collègue d'André-Pierre. Oh no! Anyway. Puis il fait des trucs complètement cons comme essayer d'attraper la scientifique en plein milieu d'une rue bondée alors qu'il aurait pu essayer à plein d'autres moments. Et c'est là que, au bout de 40 minutes de film, on a enfin droit à une explication. Depuis le début, en fait, c'était un mec invisible. Je disparais. Et là, j'ai vraiment éclaté de rire, vraiment. Parce que, vous voyez, quand le générique se lance au début, on voit clairement le nom de Christian Slater qui est mis en avant. Parce que bon, on est en 2006 et la présence de Christian Slater, c'est plus vraiment synonyme de qualité depuis quelques temps. Pour vous dire, le mec a joué dans Alone in the Dark l'année d'avant. Donc bref, j'ai éclaté de rire parce que quand j'ai constaté que Christian Slater apparaissait toujours pas, je me suis rapidement dit, putain, ils ont osé, ils jouent le mec invisible. Et là dans le flashback, on voit la tête du mec que les scientifiques ont rendu invisible, et c'est Christian Slater, et en plus il cabotine. En fait, on entend un petit peu sa voix dans certaines scènes d'avant, mais j'avoue que je l'avais pas reconnu parce que je connais pas vraiment la voix de Christian Slater. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes prêts à voir l'intégralité des scènes de l'acteur star de ce film ? Voilà.
Parce que oui, là où Claude Rains dans le film de 1933 passe certes tout le film en étant déjà invisible, au moins il est présent dans la plupart des scènes avec des vêtements ou ses bandages sur le visage. Là, Christian Slater est complètement invisible pendant tout le film. Il fait que la voix et la scène flashback, et il est vaguement visible en CGI à la fin. Bon, après avoir été complètement idiot et poursuivi nos héros en pleine rue au lieu d'attendre un moment propice, Je sais bien, je suis pas très malin. Christian Slater, la voix de Christian Slater, se fait renverser par une voiture. Et là... là je comprends pas. Il se met à saigner et son sang recouvre son corps invisible. Mais son sang, il devrait être invisible, non ? Puisqu'avant ça, son sang, il était dans son corps et qu'on le voyait pas. Enfin, je veux dire, sa peau est pas devenue la cape d'invisibilité d'Harry Potter. C'est une cape d'invisibilité. Je disparais. On accepte l'idée que chaque cellule de son corps, chaque fluide, chaque organe soit devenu invisible. Qu'est-ce que je suis beau! Bon, de toute façon, le film semble pas avoir compris son propre concept d'homme invisible parce que le film confond les caméras thermiques, qui sont très utiles dans le premier film, avec la vision de nuit. Oh, vision de nuit! Alors, c'est très probablement parce que ça coûte moins cher, mais ça a surtout aucun sens. La vision de nuit, ça repose sur le fait d'amplifier une lumière déjà existante. Mais je rappelle que Christian Slater est invisible, la lumière se reflète pas sur lui. Ah oui, et puis à la fin, la scientifique lui envoie de la peinture sur la tronche, et la peinture ne se met que sur la cagoule et pas sur ses yeux. C'est exactement l'inverse de la scène avec son propre sang, alors que... ça devrait être l'inverse, quoi. Bon, après beaucoup de rebondissements pas très intéressants, à la fin ça devient carrément n'importe quoi parce que André Pierre devient lui aussi invisible. Ça tombe bien, ça coûte encore moins cher parce que comme ça il n'y a même plus d'acteurs à filmer. Et ça veut surtout dire qu'il y a deux types à poil en train de se taper dessus sous la pluie, c'est assez bizarre quand on y pense. Ça se termine sur un cliffhanger bizarre où le héros ne réapparaît pas et où la scientifique l'attend. Bon, c'est pas comme si on était particulièrement attaché à la pseudo-romance naissante entre les deux. Oui, ils ont rien en commun et ils passent même plutôt tout le film à se foutre sur la gueule, mais... ils sont beaux tous les deux, on est dans un film, ils sont censés être ensemble. Je pense que le scénario réfléchit pas plus loin que ça. Alors, c'était nul, mais au moins la plupart du temps j'ai quand même bien rigolé. Là où j'ai pas du tout rigolé, c'est quand le film abuse du male gaze, qui passe son temps à filmer les femmes comme des objets, notamment la scientifique, qui se retrouve à devoir se déshabiller un moment parce que le scénario en a besoin. Mais le film a quand même la bonne idée de durer qu'1h30, et donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer. Je lui mets la note de 2 tranches de bacon sur 5, ouais, c'est une échelle spéciale pour les suites des films avec Kevin Bacon.